1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green, prêt à parler de botanique et de gourmandise à n'importe quel moment. Et j'ai l'immense plaisir de te dire qu'on est déjà au 14e épisode. Donc si tu nous suis depuis le début des Bud Thunder, dis-toi que tu commences à avoir un sacré level. Bah ouais, parce qu'avec toutes ces heures d'écoute et d'informations distillées au compte-gouttes, et grâce à tous ces podcasts, tu accumules une sacrée expérience. On a notre petit disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais vous le répéter à chaque début d'épisode. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors ton cerveau il est en plein développement, eh ben c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer le podcast, mes canailles, je tenais à vous rappeler que Canaille Kikit est un média qui marche avec 0 sponsor. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Le but premier de Canaille Kikit est de développer une communauté intègre, remplie de passion et habitée d'une vraie envie d'amener le cannabis à son paroxysme. Donc, si tu parles français et que tu as envie de rentrer dans la plus belle communauté de France cannabiquement parlant, à toi de devenir une canaille. Et avec un petit abonnement CBD chanvre parfum, toutes les portes sont ouvertes mon ami. Aujourd'hui, on va parler extraction. On est avec une dizaine de growers prêts à nous donner tous leurs tips. Donc, parlons peu, parlons bœuf, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Du coup, on va commencer avec les edibles, ou plus communément appelé, souvent les gens ils appellent ça le beurre marocain, c'est ça hein, c'est un truc comme ça, souvent en France on disait ça, on disait vachement ça, non? Beurre de Marrakech. Beurre de Marrakech, voilà. Beurre de marocain, n'importe quoi, ça y est, je suis fonce-dé. J'ai même pas encore allumé ma mèche, je me suis fait... Alors vous prenez un petit marocain, vous le faites macérer pendant 30 minutes dans du beurre. Merci Maïté, merci. Bah, justement, on va parler un peu de la décarboxylation, un peu toutes ces conneries là, un peu voilà, qu'est-ce que vous mettez, parce que moi je vais pas vous mentir les gars, quand on fait moi quand je fais du edibles hein, je passe la feuille hein, je mets les feuilles, il y a pas un morceau de tête là-dedans quoi. Ah oui, je crois que je fais pareil moi. Ouais, toi avec la petite manucure, moi avec la manucure fine, ouais. Ouais, Zek, toi tu tries quand même un peu, Zek? Ouais, les grandes feuilles je les garde même pas moi. Ouais, tu gardes que celles qu'on dit les sugar leaf. Ouais, voilà, là où il y a les trichomes, là, les toutes petites, quand je coupe les petites pointes, je garde dans un sac et après, je me sers de ça, quoi. Ouais, bah comme tu nous disais un peu au podcast précédent, sur tout ce qui est récolte et tout ça, toi, tu tailles au fur et à mesure de ta plante, ce qui fait qu'à la fin, t'as que des feuilles qui sont bien comme il faut pour le beurre de Marrakech. Voilà, et les autres grosses feuilles, en fait, comme elles ont plus de nourriture, elles se décollent, elles tombent toutes seules, en fait, les grosses, là où il n'y a rien. C'est ça. Après, c'est un peu aussi le kiff de la récolte et tout ça, quand t'as les poches pleines, là, et que tu sais pas trop quoi en foutre, que c'est pas ultra propre pour faire du hash, pour faire vraiment un très très beau hash, là, tu le passes dedans, quoi. Et qui en a fait là récemment un peu du beurre de Marrakech ou autre hein, parce qu'on peut faire aussi des edibles avec du rosin ou du BHO quoi. Moi perso, sur ce que j'ai fait en edible, chaque fois c'était que avec du beurre de Marrakech. J'ai seulement testé ça, ouais. Ok Zek. Ok, donc toi c'est juste les feuilles quoi. On va dire que pour toi le beurre de Marrakech c'est ce qui te permet de passer le tout venant quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors je fais ça, ou alors moi je fais de l'ISO. Mais l'ISO, il faut quand même de la bonne qualité quoi pour faire des bonnes extractions quoi. Ah ouais, mais ce que je garde, c'est que c'est le nectar. C'est que des feuilles qui sont blindées de trichome. Il y a pas une partie de feuille où il y a rien quoi. Ouais, c'est vraiment les petites feuilles. Hein. C'est limite quand t'es en galère, tu ressors le sachet et c'est meilleur que ce que tu trouves dans la rue quoi.
Ben ouais, moi, il y en a, quand tu vois comme j'enlève, ils me disent, oui, mais t'es un fou. Ils disent, oui, t'enlèves carrément tout. Je dis, ouais, en fait, j'en enlève tellement qu'après, il y a presque rien, quoi. Yes, carrément. Carrément. Yes. Et toi, Un peu pareil, moi. Ouais, un peu pareil. Du coup, ça fait. Je suis comme Zek, là, j'enlève toutes mes feuilles, toutes mes grandes feuilles, et déjà, il n'y a plus rien. Ouais. Flo, il n'y a plus que les feuilles et les 2 paires en dessous la tête. Ouais. Et ces 2 feuilles-là, je les conserve pour faire du ice. Du ice, ok. Ouais, je fais pas d'édible, j'ai jamais fait d'ailleurs. Ouais. Beurre de Marrakech, j'ai essayé une fois comme ça, mais j'étais pas fan. Ok. Donc, Pourquoi c'est quoi? C'est les effets que t'as pas trop kiffé? Non, c'est le goût. Le goût Je sais pas, je sais que c'est du beurre, donc tout de suite, instinctivement, je vois bien beurre salé, tu vois, le truc tranquille sur la tartine. Et tout de suite, avec cette odeur de cannabis, THC. Ouais, cette odeur de plante, là. Odeur de plante, un peu, ouais, ça m'a un peu dégoûté. Ouais, mais c'est pour ça aussi souvent qu'on fait avec du chocolat, parce que souvent le chocolat, il passe ce que par... j'allais dire, les space cakes. Ouais, Nous, voilà. on faisait des kilos de space cakes quand on partait en soirée. C'est ça, parce que ouais, non mais là, moi le beurre comme ça, la dernière fois, je m'étais fait une infusion avec de l'huile d'olive. Ma maman, je me suis mis ça sur les pâtes, elles étaient imbouffables, quoi. Les pâtes, elles puaient la bœuf, ça puait l'herbe. J'avais l'impression de manger une plante, quoi, tu vois. C'est trop vert. Ouais, c'est Entre ça. le vert, quoi. On n'a pas un bon goût. C'est ça. Il faut connaître l'huile de chanvre. Une fois que tu connais l'huile de chanvre, tu sais que c'est pas terrible. Ah ouais, non, du tout. Bah, c'est pour ça qu'il faut le mixer avec des choses. Enfin, quand on fait du beurre du avec d'autres choses, ouais. Voilà, quand on fait du beurre de Marrakech, faut pas hésiter à mettre du truc bien gras comme chocolat. Ou du chocolat, ou du café, ou du spéculoos, ou de la crème de marron. Ça cache bien. Ou de faire prébouillir sa matière pour enlever le maximum de chlorophylle. Ah non, mais ça, nous, on le faisait régulièrement. Hein. Ouais, tu fais bouillir ta matière, tu la passes dans la passoire, et après, une fois que tu la compresses un peu, là, et hop, et tu fous ça dans le beurre. Ok, donc toi... on l'a lavé, on l'a rincé toujours. Hein. Ouais, il faut la faire cuire avant pour éliminer toute la chloro. Faut la blanchir, on appelle blanchir. Ouais, et après, tu la rinces à l'eau froide. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la décarboxylation ou un petit peu quand même? Non, rien à voir. Parce qu'après, elle se décarboxyle, elle, dans le beurre. Ok. Beurre. Mais... C'est 4 heures de cuisson dans un bain-marie. C'est chiant à faire. C'est vraiment casse-couille à faire. Non, c'est pour ça, la presse et les extractions au BHO, maintenant, c'est beaucoup plus simple et c'est mieux. Plus rapide. Ouais, bah, même... Là, nous, on embaume le quartier pendant au moins 4 heures. Hein. C'est ça pue partout. Ah non, puis non, c'est pas que c'est... Ouais, ça pue, c'est vraiment ça pue. Ouais, puis ça sent la plante, quoi. Ça sent vraiment le végétal. Ça sent pas la weed, quoi, dans ces moments-là. Ah si, ça pue la weed dans le quartier. Ah, si. Ok. Ouais, en plus, d'ici là que tu mets, tu sais, la petite hotte qui est extrait dans la rue, tu vois, et là, tous les gens dans la rue, ils surkiffent, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Mais moi, tu vois, le problème que j'ai avec ça, c'est à chaque fois, c'est la posologie, tu vois. Moi, c'est la posologie qui me pose problème, parce qu'à chaque fois, tu vois, je me dis, bon, allez, tu sais, j'y vais doucement. En plus, je suis un putain de gourmand, donc inutile de te dire que quand je me fais un gâteau au chocolat et que je mets ça dedans, bah, tu vois, mes doigts, ils restent vite collés au plat, tu vois. Et tu manges un gâteau, un bon, tu vois, tout et tout. La dernière fois que j'en ai fait... c'est parce que t'en manges trop, le problème, t'en manges trop. Ben, oui et non, parce qu'après, j'ai jamais fait de bad trip, rien, tu vois. Mais tu vois, ça... Toi, tu prends une grosse blanchette, ça te calme, hein, en général. Ah bah, moi, j'ai connu des gens qui ont arrêté la bédave à cause de mauvais space cake, quoi, tu vois, à cause de mauvais space cake, c'est de space cake qui sont mal passés, tu vois. Et pourtant, c'était des gros fumeurs avant, tu vois. Ouais. Et mais en même temps, l'effet, il dure tellement plus longtemps que si ça se passe mal, bah, ça va mal se passer... Pendant 48 heures, ça peut mal se passer. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, 24-48 heures, grosse ingestion, 48 heures après, quand tu refumes un buzz, tu repars dans le même état que t'étais quand t'étais pas bien, en gros. Ouais, mais moi, tu vois, quand je dis que ça dure 48 heures, c'est si tu t'amuses à refumer, bien sûr. Si tu fumes après, non, ça va. Tu vois, chaque fois que tu refumes, tu remontes, hein, direct. Mais moi, tu vois, on m'a toujours dit, enfin, ces derniers temps, on m'a expliqué que, soi-disant, que si tu décarboxylais pas ta weed en amont, t'avais plus de chances de te faire une indigestion alimentaire et d'avoir
voilà, mal au ventre et tout ça et tout. Non, c'est des fibres, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Non, c'est des fibres. Faut bien la mâcher, c'est tout. Grave. Mais c'est des fibres, non, ça fait rien. Ouais, ça, Oui, il faut le décarboxyler par contre pour qu'il y ait un effet. C'est ça, il y a Indy qui parle de le faire avec de l'isolator. Alors là, c'est vrai qu'avec l'isolator, du coup, tu dois avoir vachement moins ce goût d'herbe, quoi, Indy. Tu l'as pas du tout. Enfin, Ah ouais, comme je le fais là, tu l'as pas du tout. Et... Moi, j'ai fait que ça avec du hache et t'as pas le goût d'herbe comme ça. Il a raison, Indy. Ok, Ouais, tu prends une cuillère, tu mets un peu d'huile dedans, tu chauffes ton huile tout doucement avec ton morceau de hache dedans et il va se dissoudre, il part dedans. Tu mets ça dans la préparation et c'est réglé. Ça va aussi bien pour du salé que du sucré. Tu peux faire des marinades pour des viandes comme ça aussi. Par contre, vous en mettez 10 fois moins que de la weed. Ouais, c'est conseillé conseil. ça par contre. Ouais. Un petit conseil. c'est conseillé d'en mettre 10 fois moins parce que sinon ça va piquer, quoi. Sinon, tu vois ton gâteau. Toi qui aimes les gâteaux, voilà. Ouais. Ben, si tu veux prendre une grosse part de gâteau, faut pas en mettre beaucoup dedans. Sinon, c'est une bouchée. Ben, tu vois, moi... Ma femme est pas consommatrice du tout et la seule fois où elle a fait l'erreur de prendre une part de gâteau par inadvertance, elle a passé 12 heures dans la chambre d'hôtel. Ok. Ah ouais, accroché au matelas en mode pas bien, quoi. Ouais, à faire des allers-retours entre la douche et le lit. J'ai froid, j'ai chaud, je vais vomir. J'ai chaud, j'ai froid, ouais, putain. Ça c'est vraiment pas les effets cool et agréables, quoi. Enfin, moi, je sais que la dernière fois que j'en ai fait, c'était pour un de mes... à l'époque, c'était il y a 1 an, un truc comme ça, peut-être même un peu plus. J'avais un voisin qui avait la maladie de Charcot, et qui était en fin de vie, le pauvre, et du coup, il nous demandait quelque chose un peu pour le détendre et tout ça, et il pouvait pas fumer, enfin vraiment, il était vraiment dans une fin de stade, on va dire, et on lui avait fait un gâteau, et je lui ai dit, il faut quand même... savoir un peu la posologie. Putain, mon pauvre, j'ai pris une part et demie. Ma meuf, 2 heures après, ma meuf, elle vient me voir sur le canapé. Gros, j'étais un enfant. J'avais les yeux rouges. Je rigolais mais dans tous les sens. Tu me disais un truc. J'avais des bouffées d'euphorie, tu vois. Un truc qui m'avait tellement touché. Ma meuf, tu sais, ça fait près de 10 ans qu'on est ensemble. Elle me dit, mais putain, je t'ai jamais vu comme ça et tout. Pourtant, tu vois, elle m'a vu bien bédave, tu vois. Mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf l'effet que ça fait. Et d'un point de vue, je crois que d'un point de vue décomposition dans le ventre, au lieu d'avoir un THC 9, il se transforme en THC 11. Je sais pas si ça parle un peu à quelqu'un, ça. Le THC 11, c'est une connerie comme ça. Comment ? Le nombre de molécules, ça, une connerie comme ça. Je sais plus, faudrait que je regarde, parce que je me rappelle, il y avait marqué que le tétrahydrocannabinol, il était en, je sais pas quoi, en molécule 9, ou je sais pas, un truc comme ça, et qu'une fois que ça passait dans ton corps, elle se décomposait par le foie. Par le foie et tout ça, et du coup, ça ramenait... J'avais vu, excuse-moi de te couper, un reportage, mais un sujet là sur Internet, justement, test avec une vache. Ouais. Ils lui ont fait manger de la weed qui pousse sur pied, là, comme ça, dans les champs. Ouais. Pour voir s'il y avait des effets, justement, de transformation de THC sans décarbo et avec décarbo. Ouais. Et bien évidemment, quand ils lui ont fait prendre de la weed qui était décarbo, du ice ou n'importe quoi, elle était défoncée, mais en ingestion. Okay. Et il sortait justement ce fameux tétra 9 ou tétra 11. C'est le THCV qui se transforme en THC. C'est tout, hein, les gars. Ou en THCA, ouais, il y a une histoire de... Non, c'est comme ça, ouais. Oui, le THCA ou V, je sais pas, oh, putain, vous m'embrouillez là. Qui se transforme en THC. Voilà, c'est-à-dire qu'il se transforme en molécule psychoactive. C'est tout. THCA vers THC. Ouais. Le THCV, c'est la molécule, c'est celle qui est très rare et propre au sativa. Donc c'est THCA qui se transforme en THC. Le THCA, c'est ce que vous avez dans l'herbe. Quand vous la fumez, il se transforme en THC, mais si vous la mangez, eh ben reste THCA et elle vous fait rien. C'est la preuve qu'ils ont fait sur la vache, en gros. C'est ce qu'ils ont fait sur la vache. C'est un peu le discours qui tenait. Ouais, mais après, en fait, c'est le foie qui est censé faire la transformation ensuite. Hein, et c'est là où ça devient compliqué, où on n'en est pas encore très, très avancé sur les études, mais a priori, c'est le foie qui fait la transformation. Ouais, mais c'était ce que j'avais vu là. J'essaie de la retrouver, la recherche et tout, mais je vais la rechercher. Et justement, il disait qu'il y avait une, comme tu dis, quand au moment où ça passe dans le foie, il y avait une espèce de métabolisation de la molécule du THC. Et je sais pas pourquoi en tête j'ai ce 9 et ce 11 et tout ça.
faut que je re-regarde. Mais alors, peut-être c'était de la merde, hein. C'était peut-être à tous les coups la page du truc que j'ai lu, tu sais. Mais non, enfin, faut à re-regarder. Je connaissais le Delta 8 et le Delta 9, oui, ça fait certitude, mais le 11, j'en ai jamais entendu parler. Ah, c'est moi qui viens de l'inventer peut-être alors. Non mais je vais re-regarder au lieu d'affirmer de la merde. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où quand tu manges cette substance qui est psychoactive, tu as une transformation qui est différente de quand tu la fumes et qu'elle arrive directement dans ton système endocannabinoïde, quoi. Ouais, le tétrahydrocannabinol, le 11-OH-THC, en fait, c'est la métabolite active formée dans le corps à la suite de la consommation du cannabis. Oui, le OH-THC. Il ne produit pas nécessairement les mêmes effets que le THC. Ce n'est pas de moi, c'est Wikipédia. Yes, bah tu vois, je sais pas, il existe le THC, je dis pas que de la merde, mais tu vois, j'avais un truc comme ça en tête, mais je savais pas exactement, et là en fait, malheureusement, avec le rec et tout ça, je peux pas utiliser mon PC, je peux juste avec le téléphone en PLS, là, tu sais, mais voilà, ça, c'est en fait ce moment où l'hydroxy Delta 9, ouais, c'est ça. Okay. Voilà, c'est ça, du coup, voilà. Oui, ça, oui. C'est la transformation du foie. Mais comme l'alcool, l'alcool, elle passe dans notre corps. Le foie la transforme en un poison mortel et la retransforme immédiatement en un truc plus ou moins assimilable. Quand je dis plus ou moins, c'est ça. L'article que j'avais lu, justement, il recherchait l'impact sur le foie de la transformation des cannabinoïdes en comparaison, justement, à une cirrhose. Ok. Oui, tout à fait. Et dans le même temps, il y a eu une étude canadienne sur l'impact de l'utilisation des edibles en tant que médicament, en tant que traitement d'une pathologie. Ok. Oui, parce que ça passe directement dans le foie, alors que quand on la fume, ça passe d'abord dans les poumons. Ouais. C'est ça, et puis comment ça impacte ton système endocannabinoïde et comment tu ressens les effets, c'est pas du tout, ça vient pas du tout te frapper de la même façon, quoi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, moi, il y a un truc que j'adore, c'est Baudelaire et toute la clique des Hachachines. Eux, ils mangeaient, ils avaient une préparation. Non, eux, ils mangeaient 80... Ah non, mais eux, ils mangeaient des trucs, mais que même nous, on le fait pas. Ah non, bah ouais, carrément, leur préparation était ultra sucrée et ils mangeaient entre 40 et 60 grammes par jour. Et en même temps, ils fumaient de l'opium, ils buvaient de l'absinthe, et enfin voilà quoi. Et bon, les mecs étaient chauds quoi. Alors moi, j'ai fait une expérience une seule fois hallucinatoire avec du chanvre. On avait ramené de l'huile du Maroc et le petit cellophane qui enveloppait l'olivette d'huile, j'en ai bouffé une dizaine quoi. Et oui, c'est d'où mon test. Je te dis que pendant 48 heures, chaque fois que tu fumes un buzz, tu remontes directement dans l'état où tu étais à la montée, quoi. C'est ça. Ça pique. C'est comme quand t'es sous champi, tu sais, quand t'as la redescente, tu te refumes un buzz et bam, t'as le champi qui remonte. Je rigole. C'est pas agréable, la bouffe, c'est trop aléatoire. Ça peut te monter en 10 minutes, comme ça peut te monter en 2 heures, ça peut te faire juste un pendant, comme ça peut te faire explorer le Mars. C'est ça. Et puis c'est bizarre. Il y a souvent cette blague qui revient toujours, qui est que tu manges un premier brownie et t'attends l'effet, et tu en manges un deuxième, et c'est au moment où tu manges le deuxième que l'effet du premier arrive. Et là, tu fais merde, je viens de manger un deuxième brownie. Tu vois, et là, tu commences à psychoter, tu fais merde. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bader. Vais-je sortir de mon corps? Il y a quelques années, sur Amsterdam, on avait organisé 2 dîners cannabiques, donc chargés. L'un de ces dîners, j'ai bouffé, mais comme un porc toute la soirée, j'ai vu 0 effet. Mais vraiment, j'avais rien du tout. Ok. Le cuistot, au moment de terminer la soirée, nous distribue tous un petit chocolat à base de NYCD. Okay, je prends ce chocolat et là, ça a été le feu d'artifice. Il y a tout qui s'est déclenché d'un coup. J'ai fini allongé par terre, j'ai pas bougé pendant 1 heure. J'étais à 10 minutes de l'appart où je devais loger, je ne pouvais pas y aller, c'était pas la peine. Ah ouais. Bah, tu vois. Mais pendant 3 heures, j'ai rien eu. Il a fallu le petit chocolat qui a, je sais pas, peut-être le sucre, genre aucune idée. Et bah, c'est parti. Mais c'est 14 juillet dans la tête. C'est ça. Bah, moi, j'ai sur le fait qu'on n'est pas tous pareils et que les effets sont hyper aléatoires. Je me souviens d'une Cannabis Cup où je l'avais fait avec Riri. Et Riri, c'est quelqu'un...
s'il entend ça là, je me doute qu'il doit être en train de sourire et il sait à peu près de qu'est-ce que je vais raconter, tu vois. On était parti, c'était au tout début où, je pense que ça devait être 2015, un truc comme ça, c'était au tout début où tu commençais à avoir des sociétés. Je sais pas si tu te souviens, à une époque, ils avaient fait une fontaine de chocolat. Ils avaient fait une fontaine de chocolat en mode THC à une Spanabis. Est-ce que ça te parle? Voilà, tu vois, cette époque-là. Avec les marshmallows, ouais. Voilà, c'est ça, avec les marshmallows et tout ça et tout. Ça devait être 2015, un truc comme ça, tu vois, 2015-2016, un délire comme ça. Et en fait, nous, on mange, et il y a un gars qui arrive à Riri, il veut lui faire plaisir, il dit, gars, j'ai une petite fiole là, bois ça, tu vas voir, c'est incroyable, nanani, nanana. Riri, il boit ça, gros, la Spanabis, 3 jours au lit. Allez hop. Fini, tu vois. Mais pas mal, tu vois. C'est juste que ça l'avait scié, quoi, tu vois. Il avait plus d'énergie, plus de force, vraiment. Tu vois, le truc qui te bute, quoi. Et je me rappelle, il était putain, plus jamais je remange, et je bois cette fiole et tout ça. Et après, à chaque fois qu'on partait en cup et tout ça et tout, je disais surtout, Riri, tu bouffes rien parce que sinon t'es out. Et on rigolait sur ça et tout. Mais c'est vrai que c'est assez puissant, quoi. Ah, ça en a couché plus d'un, hein, les gâteaux, les edibles, toutes ces conneries. Et... Ah ouais, c'est clair. Très, très violent. C'est ça. Bon, il y en a un qui veut rajouter une petite anecdote sur tout ce qui est à manger, ou on passe au H. La blanchette n'est pas la même quand tu manges que quand tu fumes. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Le sol devient ton meilleur ami d'un coup. Et le froid aussi. La salle de bain. Oui. Oui, le froid. Ouais. Partout, il n'y a pas de risque. Le vent. C'est ça. L'évier, tu l'aimes. Ouais, grave. Et le carrelage par terre, là, tu sais, quand tu te frottes dessus, tu fais c'est bien. Et tu sais, tu bouges pour chercher le froid, tu vois. On connaît tous, on est tous passés par là, tu sais. Débarre. Bon bah nickel. Bon bah en tout cas on a commencé cette première partie avec les edibles parce que moi c'était en fait comme je disais au début, je voulais faire un peu chronologiquement parce que l'ingestion du chanvre, c'est vraiment les premières traces qu'on a eues. Par exemple, je sais que les premières traces de cannabis, c'était l'empereur. Je pourrais pas vous ressortir son blaze parce que sinon je vais vous faire un truc raciste en mode Ching Chang Hong, tu vois. Mais c'était l'empereur de Chine ou du Japon, enfin, en tout cas vers l'Asie, un empereur asiatique qui utilisait les fleurs pour digérer, pour aller se reposer après manger, quoi. Donc, et ça, on a la preuve que les Celtes, donc en Gaule, les Gaulois, l'utilisaient des 3 façons dont elles s'utilisent. Ouais, okay. C'est-à-dire médicalement, socialement, psychiquement, chamanique et tout, et les fringues et alimentaires. Alors que chez les Chinois, c'est beaucoup plus vieux. Hein. Ouais, bah je suis en train tu parles d'il y a 2 ou 3 000 ans. Hein. Bah non, moi là sur Wikipédia, j'ai 8 000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, carrément. Voilà, non mais ouais. Les premières traces d'ingestion. Moi, je parlais des Gaulois, donc tu vois, c'est quoi là, ils ont il y a une momie de glace qui a été retrouvée il n'y a pas très longtemps avec pas mal de choses à base de chanvre, des graines, des espèces de potions. Exactement, c'est ce que je suis en train de lire là, je suis en train de voir ça, et il y a même là un truc justement de 8000 ans là, ils viennent de retrouver, c'est le site néolithique de Xiaomi, non je déconne, tu sais c'est le truc d'un téléphone portable chinois, je regarde, Xiang Rangdong en Chine, et en fait ils ont même carrément retrouvé des petits morceaux d'herbe enroulés dans du papier enfin ce truc du Nil, quoi, tu vois, tu sais, dans des espèces de voilà, dans les papyrus, voilà. Ils ont retrouvé ça dans des papyrus, tu vois. Et donc quand même, tu vois, 8000 ans avant Jésus-Christ, là on commence à, tu vois. Mais nous en archéologie on parle d'une plante haute de l'homme. Alors, attends, il y a une possible évolution. Ah, mais comme le singe et l'alcool, qui est une possible évolution entre les grands singes et l'homme. Ah ouais, ok. Ça, je savais pas, mais un truc qui est sûr, c'est que l'homme a toujours eu le chanvre avec lui. Et ça, depuis... si on a un système endocannabinoïde, je pense que c'est plus que l'homme, c'est les mammifères, oui, et depuis longtemps. Ouais, effectivement. Bah,
Oui, c'est sûr. Après, tu vois, il y avait une étude allemande que putain, il faut absolument que je retrouve là, où ils étudiaient les perroquets, tu vois, et ils voulaient comprendre pourquoi il y avait des perroquets qui parlaient plus que d'autres. Parce qu'il y a des perroquets qui peuvent te répéter et te faire n'importe quel bruit, tu vois. Moi, des fois sur Instagram, il y en a, ils me choquent. Ils font des sirènes, ils te parlent. Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Et il y en a, ils parlent pas du tout, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte que ceux qui parlaient énormément étaient vachement proches des bassins où il y avait beaucoup de chanvre, il y avait beaucoup, tu vois, tout ce qui est vers la Jamaïque, l'Inde, l'Afghanistan et tout ça. Et ben tous ces perroquets parlent énormément, tu vois. Alors qu'il y a d'autres perroquets qui sont plus en Afrique où il y avait moins de traces de chanvre et tout ça. Eux parlent moins, et il y a une espèce d'oméga 3 parce que le chanvre est considéré comme un super aliment. En gros, si tu consommes que ça, tu peux difficilement tomber en carence. Et ils disent que cet oméga 3 serait à la base de l'assouplissement et du pouvoir de la vibration des cordes vocales, tu vois. Donc c'est sûr qu'on a une relation... C'est ce que je te dis, ça a eu une importance dans l'évolution humaine. Ouais, c'est clair. Oui, Mais justement, moi, ça me... Parce que quand même, tu vois, la communication, le fait qu'on parle, c'est quand même un truc de ouf, quoi, tu vois. C'est vraiment ce qui nous différencie un peu de tout ce qu'on a sur la planète, hein, avec les animaux et tout ça, même si eux, ils ont une façon de communiquer qui est différente, tu vois. Je dis pas qu'ils communiquent pas, je dis juste que nous, on parle. Et si ça viendrait parce qu'on a mangé au taquet de graines de chanvre, je trouverais ça ultra marrant, quoi, ultra ironique, tu vois. Ouais, puis surtout qu'on n'a pas que mangé, hein. C'est ça. C'est surtout ça le principal, parce que manger, il n'y a pas d'effet psychotrope. Donc, ils ont cherché l'effet psychotrope. Mais ouais, alors tu vois par exemple, là moi les trucs que j'ai par exemple là dans les trucs de l'histoire du cannabis de la préhistoire, ils disent qu'en fait pour les bouillons, ils mettaient les fleurs dedans et ils mettaient ça au feu pendant plus d'une heure, ça allait d'une heure à une matinée, tu vois, selon les effets que tu voulais aller chercher. Si tu voulais vraiment dormir et avoir un truc, ils disent qu'ils faisaient macérer ça pendant plus d'une heure et ils en mettaient en plus grande quantité et tout ça, quoi. Donc, alors moi, je sais que déjà en Asie, ils avaient compris que ça se mélangeait pas avec l'eau, que c'était avec le lait que ça se faisait. Okay. Tu vas en Inde, les chai, ça pique. Bah tu vois, regarde, je viens de même... Un bon chai bien fait au Népal, là, ça t'envoie bien au paradis. C'est ça. Et bah tu vois, là, ils disent que là, sur Science Advanced, un journal très connu américain, ils disent qu'ils ont les premières traces de chanvre, mais là c'était pas à but psychédélique, c'était 12 000 ans en Chine, et les premières traces, on va dire psyché, c'est 8 000 ans. Voilà, ouais, c'est ça, ils n'ont pas mis longtemps à comprendre qu'il fallait le transformer pour obtenir quelque chose de... Ouais, c'est ça. Bien. C'est ça. Et c'est vraiment le berceau, c'est les sativas à l'est de l'Asie. Et que c'était un savoir extrêmement gardé qui était uniquement pour le roi et les personnes de haut rang. Et que quand en fait... Peut-être en Asie, mais moi je suis pas d'accord là-dessus. Hein, ouais, non, mais là... C'est un truc que justement les chamans ils avaient et qui c'était pour soigner. Hein. Bien sûr, mais alors moi là je te parle, là l'article que je suis en train de lire là, c'est vraiment l'Est de l'Asie avec Xiaomi P30 Pro là. Je suis désolé, j'arriverai pas à dire son blaze. Et ils disent que voilà, c'était des sativas et en fait c'était quelques médecins qui avaient ça et en fait c'était il y a un gars qui a trahi, qui a donné la recette un peu à plusieurs personnes, et ce gars-là a été éviscéré et éventré. En gros, je pense qu'ils lui ont dit... voilà. Ah oui, donc, ça n'a rien à voir avec les peuples celtes qui partageaient tout. Ouais, non, là, les Chinois, il y a 8000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a presque 10 000 ans avant aujourd'hui, quoi. Ouais, non, tu leur piquais pas la recette du isolator, quoi, parce que sinon, le gars, il t'en mettait une entre les deux yeux, quoi. Finissait au fond de la rivière à nourrir les écrevisses. C'est ça. Du coup,
Moi, ce que je vous propose, c'est que là, on est arrivé, on était en préhistoire avec tout ce qui était, on va dire, mangé, tout ça. Là, on va essayer d'avancer un peu plus dans l'histoire du cannabis. On va parler un peu plus de tout ce qui est hashish. Là, par exemple, là, je vois là les premières traces de hashish européen, c'est quand même en 1532, tu vois, avec Rabelais, tout ça et tout. 1532. Ouais, 1532. Première trace de hashish Ouais. chez nous. Ouais. Non, c'est pas... non, n'importe parce quoi, que je te dis. Napoléon. Nous, Non, les Celtes, retracer. on Non. avait de hashish. Non, mais moi je te parle de retracer. Je te parle de retracer comme nous on a aujourd'hui. C'est les premières fois où on en parle concrètement. Je pense que comme tu dis, tu as raison. Mais voilà, en fait, en même temps que je vous parle. Et nous, on en parle concrètement en archéologie. Hein. D'accord. Bah, Donc, tu peux. c'est peut-être pas en grand public, mais nous, en archéologie, on a des preuves. Ouais. On en a dans des fonds de pots mélangés avec du vin. Ouais. On en a préparé style médical. Ouais. Et on a toutes les graines, les habits, tout. On en a la preuve Ok. flagrante. Il y a même chez si nous, tu... Attends, Excuse-moi, avant Jésus-Christ. Attends, laisse Cindy parler. Je coupe juste une seconde, excuse-moi. Si vous avez l'occasion d'aller au musée de Barcelone du cannabis, Ouais. ils ont des gros brûleurs en pierre et en métal qui datent de l'époque gallo-romaine, Ok. qui servaient pour des cérémonies communes où ils se mettaient tous dans un lieu fermé et ils se faisaient des aquariums, quoi, tout simplement. Aïe. Donc, ça, c'est très vieux. Et comme je disais aussi avant, Napoléon, par exemple, a interdit la consommation du hashish pendant sa campagne, parce que ça a été une destruction quand l'armée l'a découvert. Ça a été impossible de les faire bouger pendant la campagne d'Égypte. C'était une horreur. Ouais, mais alors Napoléon, c'est 17... Voilà, alors, parce que en fait, Oui, voilà. c'est 1790, tu vois. Et en fait, moi, là, parce qu'en fait, là où j'ai un peu... touché notre ami Serrato, c'est quand je lui ai dit dans 1500. Ouais, non, mais carrément. Non, mais c'est juste qu'en fait, j'ai fait un raccourci, c'est juste que je parlais en fait des traces. Tu vois, en 1532, c'est les premières traces physiques qu'on retrouvait avec Rabelais qui mentionnait vraiment l'herbe en tant que médicament et en tant que psychédélique et tout ça. Au Moyen-Âge, il faut prendre les livres des moines, ils l'expliquent, ils en parlent. Non, c'est une plante qui n'a jamais quitté l'homme. Elle a peut-être commencé à être interdite sous Napoléon, c'est peut-être pour ça qu'on en a parlé là. Bien sûr. Mais avant, c'était une plante normale. Hein. C'est comme le thym, le romarin et le basilic. Ouais, mais là, tu vois, on parle du hashish, tu vois. Alors, je suis d'accord. Du hashish, la transformation. Voilà, c'est ça. Médical, je pense qu'ils en faisaient. Hein. Voilà, mais moi, ce que il y a des écrits de moines franciscains qui faisaient des cataplasmes à base justement de résine et de feuilles. Enfin, ça aussi, c'est très très vieux. Non, c'est comme dit Serrato, c'est quelque chose. C'est une plante qui a évolué avec l'homme. On a découvert au fur et à mesure qu'on l'a replantée, qu'elle défonçait de plus en plus. Elle a vraiment évolué avec nous là-dessus. Bien sûr. C'est l'interdit. On l'a depuis la nuit des temps. Bien sûr, mais là, c'est l'interdit. Le premier interdit, c'est Napoléon, et après, c'est en 1970. Hein. Carrément, mais là, en fait, juste, moi, je parlais des premières traces de hashish, tu vois. Vraiment, on va dire un bloc de résine, tu vois. Tu vois, un bloc de résine, parce que je suis d'accord avec toi que, tu vois, par exemple... L'exportation, tu parles. Ouais. De quand on a importé du hash d'ailleurs. Alors, là, par exemple, dans le truc, je peux pas te dire d'où est-ce qu'il sort parce qu'il ne le mentionne pas, tu vois. Tout ce qui était, tu vois, par exemple, je te dis, le physicien Rabelais, je pense que lui, il devait le faire, tu vois. Il devait récupérer des plantes et il devait faire lui-même du hash ou un truc comme ça, parce que si le Kemet, je pense que ça venait du Maroc, moi. Tu penses que ça venait du Maroc ? Déjà en 1530 En 1530 Ah oui. Avec en même temps, c'est parce qu'avec comment ça s'appelle, la route de la soie, il y avait des échanges et tout ça. Et attends 2 secondes, il y avait déjà de l'opium d'Asie, alors du hash du Maroc et d'Afghanistan, il devait en avoir, oui. Ok, mais là, tu vois, je suis en train de regarder. Il se serait appelé le club de la weed, de la marijuana, de je sais pas quoi. S'ils sont appelés le club de hashichins, c'est qu'ils avaient du hash. Ouais. Et le hash, il n'y a pas énormément de pays producteurs dans le monde, hein.
le Liban, l'Afghanistan, le Maroc. Alors, le club du Hachichin, c'est principalement des Marocains qui testent. Voilà, c'est ce que je disais. Ah ouais, non, c'est du Marocain. Après, je pense que tout ce qui est Népal et choses comme ça, ils ont dû commencer le H avant le Maroc. Voilà, alors, tu vois, par exemple, moi, j'ai, par exemple, tu vois, genre, à Alep, Ketama et dans toutes ces zones-là, ils disent en 1125, il y avait Al-Kashab, désolé pour le nom, qui était un grand disciple. Et en fait, c'est lui qui a commencé à créer les Hachachines. Et en fait, les Hachachines, c'était des tueurs d'élite qui se décontractaient au H, quoi. Voilà, et ça, c'est depuis plus de 1000 ans. Les ennemis de Napoléon. Voilà, c'est vraiment depuis 1000 ans. Et comme tu dis, par contre, Indy, les premières traces de hache en extraction viendraient d'Afghanistan et d'Inde, pas du tout du Maroc. Non, je pense que le Maroc, c'est une adaptation commerciale qu'ils ont fait là où le Népal et l'Inde. Il faut bien comprendre que c'est une herbe sacrée. C'est ça. Elle a toujours été présente dans leur religion, toujours été présente dans leur vie de tous les jours. C'est une source de nourriture primaire chez eux. Lui, ils la connaissent depuis des années, c'est bien avant nous. Là, tu vois... Là-haut, je pense qu'ils sont précurseurs, clairement. Tu vois, là, j'ai un truc devant moi, là, parce que je me balade un peu partout en même temps, là, sur leur ordi. Il y a médecine ayurvédique, donc la médecine indienne. Eux, ils disent que les traces écrites et tout ça, ils en ont depuis très longtemps. Et eux, ils remonteraient le hashish en Inde à plus de 3000 ans avant notre ère. Et il y en a... Et il y a des babas. Alors, je pense, de ce que je comprends, c'est que les babas, c'est un peu les moines indiens. Ils disent que c'était même là avant cette époque-là. Donc, pour eux... on a une estimation archéologique à au moins 4000 ans là-bas. 4000 ans, ok. Au moins 4000 ans. Avant notre ère, avant Jésus-Christ, quoi. Oui, transformation, hein. Pas de plantes... Pas de fleurs. Hein. Ouais, donc voilà. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, de ce que j'ai l'air de comprendre, c'est un peu que vraiment, il y avait le H, tu pouvais le trouver à un certain endroit dans la planète, et l'homme a plus travaillé la fleur, la plante et tout ça. Et là, on se tourne gentiment, petit à petit, avec une influence afghane, indienne, sur du hachis, sur des extractions plus grasses, collantes. Je vois que les premiers, c'était vraiment les charas. La première façon, ils disent, c'était les charas, de coller les mains. Sur de la conservation, c'est pour conserver la plante. Ouais, c'est ça, parce qu'ils disent que là, le tamis n'est arrivé que dans les années 70 avec les hippies. Donc les premières façons de faire du hache, c'était de frotter les plantes et de les récolter, quoi. Et même en 1530, au Maroc, ils faisaient comme ça. Alors, je pense qu'au Liban, avant les hippies, ils faisaient déjà du hache et c'était frappé à sec. Putain, au Liban, ils ne font pas de charas, au Liban. Mais franchement, je sais pas, vous pensez que c'est quoi à l'époque, ça devait être des trucs de merde ou ça devait quand même sortir des trucs de ouf, tu vois? Parce que là, par exemple, si tu récoltes 1 gramme sur, je sais pas, sur 200 plantes, tu vois, tu récoltes que le nectar du nectar, il y a moyen de s'envoyer en l'air, quoi, tu vois? Ah, mais c'était du excellent hache. Enfin, pour moi, le hache, il a été très très bon quand j'étais très très jeune. Et ça s'est très très vite dégradé, hein. Ah ouais, ça... Et là, maintenant, avec les ice, avec les... Voilà, et tout, on reprend dans des choses qui sont bonnes. C'est clair. Donc voilà, donc... Moi, j'ai senti le goût quand les œufs hollandais sont arrivés enfin, un des vieux, si ils connaissent un peu le hache. Ouais. On a tous senti la différence entre le vieux hache marocain, le vrai, hein, le 00, ce qu'on appelait le 00, et quand les Hollandais sont arrivés avec les nouvelles graines, et ce qu'ils ont créé, ils ont appelé ça l'aya, mais ça n'avait plus rien à voir. Ouais, c'est clair. On savait que c'était plus la plante originale, après c'était plus gras, c'était plus fort, oui, mais bon. Non, mais... C'était bon. Tu dis quoi, Indy? C'est bon, c'est les premiers ayas super gras. Ah, tu te souviens? Ah, putain, introuvable. Ah ouais, c'est introuvable. Ah oui, introuvable.
Si t'avais pas un contact, t'avais pas moyen d'en avoir. Par contre, c'était une micro-boulette et pareil, c'était satellisé, quoi. À côté de ça, t'avais du marocain en poudre, des trucs hyper secs, façon les frères Pétard. C'est ça. Ouais, enfin, nous on avait ce qu'on appelait le 00 quand même, qui était super bon, hein. Mais c'est avec ça qu'ils faisaient les salves de merde, oui. C'est ça, ils le coupaient à mort. Ouais. Après, le 00, il y a eu tellement de mythes, il y a eu tellement de fake dessus non, que... Le 00 marocain, c'est c'est qu'ils prennent 100 kilos, ils frappent pas trop et ils obtiennent 10 kilos, 1 kilo. Pour 100 kilos, ils obtiennent 1 kilo. Ouais, c'est des extractions à 1%. C'est vraiment la première frappe, c'est tout doux. Il y a très peu de matière végétale dedans. De toute façon, ça se voit quand on a fumé, quand on a vu, quand on a goûté. C'est ça. Du coup, ça se voit, c'est flagrant. Ouais, du coup, vu qu'on en est un peu là, vous en pensez quoi de cette petite transition qu'il y a eu avec le triple filtré? Parfait. Ouais. Ah oui, pour moi, tant mieux, oui, parce qu'ils n'arrêtaient pas de foutre de la merde dedans. Ils frappaient trop fort, il y avait plein de matière végétale. Non. Ouais, alors d'un point de vue qualitatif, ok, mais d'un point de vue prix, on s'est pris une méchante douille quand même. Hein. Et puis même d'un point de vue qualitatif, soyons honnêtes, ils sont beaux, ils sentent bon. Ouais. Enfin, je parle de ce qui est commercial, hein, pas de ce qu'on trouve ils sentent super bons, ça t'explose, tu découvres des terpènes que t'as jamais imaginé de ta vie, pas de problème. C'est propre, pas de problème. Par contre, niveau défonce... Ça reste du H. Bon. Mais... je te fais fumer un bon petit manala, un bon petit noir bien fait, tu es satellisé. Là, le truc là, moi je le cherche l'effet. Hein. Ah ouais, non, mais moi je suis entièrement d'accord, tu vois. C'est pas pour... Tu sais, quand on avait fait la deuxième saison de Canaille Kikit, on avait ramené un plug dedans. L'épisode, il est jamais sorti. Bref, je vous dirai pas pourquoi. Et en fait, il m'expliquait, il me disait, mais gars, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a plein de mecs de quartier, ils peuvent pas fumer de la weed, parce que la weed, tu deviens gogol, tu rigoles pour rien, et tout ça et tout. Et moi, j'étais, ouais, mais c'est un peu aussi pour ça que tu bédaves, tu vois, c'est pour te démonter la tronche, tu vois. Et il m'expliquait, il me disait, mais gros, moi, le triple filtré, il me dit, moi, la première fois que j'ai fumé du triple filtré, je me suis endormi au feu rouge, tu vois. Et je me suis dit, ils aiment le CBN, il n'y a pas photo. Oui, parce que c'est l'effet le plus flagrant. C'est ce qu'il y a de plus flagrant. Ils aiment les jambes coupées, ils aiment... ils ont l'habitude de ça, d'avoir les jambes coupées, d'être bloqués sur le canapé. Plus ils ont les jambes coupées, pour eux, c'est waouh. La démarche actuelle, c'est de se dire on va essayer d'avoir un produit le plus clair, le plus jaune, le plus pétant possible. Et le problème, c'est qu'ils sont pour ça obligés d'aller sur des récoltes hyper tôt. Ouais, bien sûr. Et du coup, l'effet, la plupart du temps, tu le cherches. Par contre, encore une fois, c'est super beau et super bon. Ouais, mais ça je suis d'accord. Hein. T'as plus ces haches où t'avais l'impression que t'avais 40 ou 50% taux de THC et que t'étais complètement groggy en sortant de ce ouinge, quoi. Moi, je pense que déjà, les variétés anciennes avec lesquelles on faisait des haches, elles étaient violentes d'un côté ou de l'autre. Ouais. Voilà. Et donc, on faisait des haches qui avaient du caractère. Maintenant, avec les weeds qui sont vachement équilibrés, alors, c'est vrai que quand tu fumes un hache, c'est... Alors, il y a Chocho qui met un truc dans le chat qui est assez intéressant. Il dit comment ils le font le triple filtré. Faudrait le définir ce que c'est un triple filtré. Sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, pour moi, quand on dit triple filtré, c'est vraiment une fausse appellation, quoi. C'est vraiment comme quand on dit t'as acheté du pollen, tu vois. C'est une fausse appellation. Exactement. Tu vois, c'est vraiment des appels marketing. Et malheureusement, on appelle ça du triple filtré. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les rappeurs teubés français qui te disent qu'ils fument de la Cali et du triple filtré. Et en fait, le triple filtré, c'est juste une taille de sac, tu vois. C'est une taille de micron, tu vois. Et j'allais te le dire. Pour moi, le triple filtré, c'est du 25 microns, quoi. T'as le premier sac à 90, t'as le 75, le 45 et le 25. Alors le troisième, le 25, quoi. Non, je dirais pas du tout. Pour moi, c'est 220, 180, 120. Ouais, c'est plus dans ces ordres-là. Tu voulais dire quelque chose, Indy ?
Ouais, alors le triple filtré, normalement, c'est effectivement 2 tailles de sac uniquement, enfin, 2 tailles de filtration qui sont prises et qui sont ensuite filtrées une 3e fois par électricité statique. Non. Le vrai triple filtré, c'est ça. T'as tes deux sélections et t'as un statique qui est appliqué derrière. Après, ça a été repris et mélangé n'importe comment depuis, mais à la base, il y a 5-6 ans, c'était ça. Quand tu voyais du triple filtré chez les USA ou les Québec, c'était ça. C'était un truc filtré 2 fois, 2 mailles, et ensuite électrostatique. Bah alors, après, depuis, ça... Moi, de ce que j'ai entendu et de là-bas, je suis d'accord avec 99% de tout ce que tu dis, Indy. C'est juste que, tu vois, alors peut-être qu'on n'est pas d'accord sur la façon dont le statique, tu vois. Parce qu'en fait, tu sais, ils tapent toujours avec leur sac à la con et tout ça, là. Et en fait, dans leur bol en métal, ils font tourner après j'allais dire le pollen. Ils font tourner la résine et en fait, t'as des parois qui restent, t'as des trichromes qui restent figés sur les bords avec l'électricité statique. Et ça, ils le récupèrent et ils le vendent en tant que statique. Et ça, c'est autre chose que du triple filtré. Le statique, c'est en ce moment ce que tout le monde recherche parce que ça vaut 150 à 200 euros le gramme. Et là, tu sais que tu fumes que du trichrome, quoi. Mais pour moi, le triple filtré, c'était vraiment le sac 90-120 où t'avais un peu tout dedans qui repassait une deuxième fois en 90-120 pour enlever le maximum d'impureté, quoi. Mais pour toi, Indy, tu dis qu'à la base, le vrai filtré, il te le statifiait, quoi. Ouais. Ok. Parce que moi, nous, les premières fois qu'on en a entendu parler, c'était, entre autres choses, par exemple, JF sur le forum, très bon ami de Pomme D d'ailleurs, bref, qui nous montrait les trucs. Il faisait ça à l'époque avec un jouet pour gosses qui produisait de l'électricité statique pour nous montrer et comment il nettoyait ça. Ouais. Mais bon, je te parle de ça 5-10 ans, à l'aise. Bien sûr. Après, comme on a dit à 2 ans, tout est modifié. Bien sûr. Le double zéro pendant un moment, c'est la première. Enfin, normalement, c'est la première frappe. Après, c'était une filtration spéciale. Après ci, après ça. Comme dit Scroc, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Non, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est dans le chat, le statique. Bah, en fait, oui et non, parce qu'en vrai, il y a une vraie réaction d'électricité statique avec certains types de trichromes, et du coup, ils les sélectionnent et tout ça, et ils les revendent après de côté. Mais pour moi, le triple filtré, c'était le délire de la mutation, tu vois. C'était le délire t'as un hatch d'un peu meilleure qualité, ils te le mettent sous vide et ils te le font muter. Bon, aujourd'hui, on n'en parle plus trop de la mutation, quoi. Mais pendant un moment, je me rappelle, même les plugs, ils disaient H muté, H non muté, et genre, t'avais une différence de 10% au niveau du prix, s'ils étaient mutés ou pas, quoi. Oui, puis à un moment, ils te vendaient, c'était même aussi la mode de vendre par type de taille de sac. Tu pouvais acheter que du 90, que du 120. C'était... je crois qu'ils nous ont tout fait. Ouais, c'est ça. Et puis quand ils se sont rendus compte que ça avait aucun intérêt de séparer des tailles de microns vachement proches, ils se sont dit, allez, on va tout mettre là-dedans, et puis voilà, quoi. Spectrum. C'est pareil, il y a plusieurs écoles. Encore une fois, par exemple, au Canada, ils aiment bien séparer avec le 25 qui va partir pour la bouffe, le 45 qui va en médical en huile, je sais plus maintenant, après 90, je crois qu'ils le tapent. Médical, 73 médical, 90, je sais plus. Ouais, voilà, ils ont une utilisation par type de sac bien précis, c'est assez marrant. Non. Ah non, parce que ça a coupé d'un coup, tu vois. T'es arrivé de mettre un type de sac. Non, mais il a raison, ce que dit Indy. Les Canadiens, ils sont vachement sur la séparation des trucs, quoi. Ils y connaissent rien, les Canadiens, qui nous fassent pas chier, qui mangent du caribou. Non, je déconne. Je déconne. Ils suivent le modèle un peu américain. Oui. C'est des Américains. Séparer toutes les molécules pour comprendre. Ouais, par contre, au niveau médical, ils comprendront que tout, c'est une symbiose. Voilà, ils vont mettre 10 ans à comprendre, ils vont tout séparer, C'est pas une mauvaise idée en soi, parce que ça leur permet d'étudier précisément chaque chose, chaque effet. Enfin, en termes d'études sur le médical, ils sont quand même vachement avancés. Tout ce qui est cancer, ça vient de chez eux. C'est pas les Américains, ils reprennent les études.
Ouais, faut pas non plus. Ils ont une vision qui est certes particulière, mais qui est pas forcément mauvaise non plus. Que je pense qu'il fallait l'étudier aussi. Dis, ils prennent chaque truc, chaque molécule, et ils étudient chaque truc au cas par cas. Eux, c'est leur truc. Voilà. Yes. Bon, et du coup, on va parler d'un hash que moi je préfère, et je sais que là, il y a notre cher ami Bice Krog qui en a fait il y a pas trop longtemps parce que il nous en a envoyé pour la Spanabis, pour qu'on goûte un peu toutes ces douceurs. Du coup, le Bice Krog, vu que t'as pas trop parlé là depuis le début, dis-nous tout un peu comment tu le fais, toi, ton ISO. Avec amour. Aïe. C'est ça quand même. Mais après, d'un point de vue technique, tu fais comment ? Moi, je le fais à la main encore. J'utilise pas de machine. Je le fais dans un grand récipient. Pas de bubbleator ? Non, je le fais à la main. Ok. Même pas une petite perceuse avec un truc pour remuer le béton, Walou, tu le fais vraiment mano quoi. Ouais, à la main avec une cuillère en bois et hop, c'est parti. Ah ouais, ok. Et tu remues combien de temps à peu près avec la cuillère en bois ? La première page, généralement, je fais 8 minutes. Parce que avant, je faisais un petit peu moins, maintenant j'ai un peu plus de quantité. Et du coup, je mets un peu plus de temps. Ok. Généralement, je fais 8 minutes la première passe. Putain, mon gars, si tu fais ça, si tu remues pendant 8 minutes avec un bâton, le soir, te touche pas la beute, hein. Tu vas t'arracher le gland. Hein. Avec un comme ça, là, t'as la main après. Ouais, mais je le fais pas tout le temps, t'as vu, donc c'est... Quand je le fais avec plaisir. Et j'utilise plusieurs sacs pour filtrer. Ouais, et tu fais... Juste pour revenir vite fait à l'eau, toi, tu fais comment ? Tu fais beaucoup de glaçons, pas beaucoup de glaçons ? Rapport eau-glaçon, c'était à peu près combien ? T'attends que ce soit vraiment froid ? Tu vois, est-ce que tu fais tremper... Est-ce que tu prépares à la fraîcheur ta matière, tu vois, ou est-ce que tu vas direct d'un seul coup comme ça ? Tu le fais frais, sec, humide ? Dis-nous tout, gros. Déjà, moi, ma matière, quand je cut mes plantes, je manucure, et ma matière, je la mets direct au congèle. Je la fais jamais sécher avant. J'ai déjà testé sécher comme ça, et je préfère fraîche, en fait. Ok, ouais. C'est meilleur. T'as un peu moins en rendement, mais la qualité est supérieure. Ouais, je trouve que ouais. Quand tu fais sécher, et plus tu fais sécher, je trouve, plus longtemps, plus ton hache il va être noir, il va être foncé en fait. Bah alors, tu vois, ça c'est un truc, je sais pas trop parce que justement, j'avais discuté avec des gars je crois que c'était des gars du Népal ou d'Afghanistan, enfin je sais plus d'où, et eux ils me disaient qu'ils laissaient reposer minimum 1 an et demi, voire des fois 2 ans leur matière pour avoir ce côté rouge. En fait, ça amène une espèce d'oxydation où tu peux avoir un hache cuir rouge quand tu laisses reposer les feuilles pendant presque 2 ans, quoi. Et là, tu fais ton hache après. Je pense que c'est la variété qu'ils utilisent qui fait ça. Ah Parce ouais ? que moi, du hache, j'en ai fait plein. Et j'ai eu de l'eau marron, un peu, des fois bien très foncée, noire limite. Ouais. Et j'ai déjà eu de l'eau un peu rose ou de l'eau violette. Ouais. Je pense que ça dépend de la matière que tu utilises vraiment. Ouais, bah c'est vrai, parce qu'on peut avoir des trichromes qui sont colorés, ça c'est vrai. Par contre, je dis ça, je sais pas si c'est exact, mais de ce que moi j'ai pu faire, quand la matière est fraîche, le produit il est souvent beaucoup plus clair. Que si tu fais sécher, tu vas avoir plus d'oxydation. C'est bon. Et du coup, toi, tu utilises ta matière fraîche, du coup, tu cut et direct, tu fais du hache, quoi. Non, je ne fais pas direct du hache, mais je le mets. La matière, elle vient juste d'être coupée et je la mets au congèle après. Après, le hache, je le fais quand j'ai envie, toi. Ok. Mais le produit, il n'a pas été séché, quoi. C'est ça que je veux te dire. Ok. Cool. Et toi, tu fais attention, tu sépares tous les sacs ou tu fais un full spectrum et tu mets tout dedans ? Je sépare tous les sacs. Tu sépares tous les sacs ? En fait, généralement, je fais la première et la deuxième passe, je sépare tout. Et après, après les autres passes, je vais mélanger. Et je vais en faire qu'un, en fait. Je vais prendre que le 70. Ok. C'est pour le 70, c'est celui que tu préfères ? Le 25, je le récupère même maintenant. Ah ouais, pourquoi ? J'en veux même puisque je trouve que c'est dégueulasse, c'est le fond du fond, à fumer en tout cas, c'est pas bon, quoi. Okay. Moi, vu que je fais pas d'édible,
J'en ai pas l'utilité et puis j'ai pas envie de donner ça à quelqu'un. Non, je préfère pas. Tu veux dire un faux bon cadeau, quoi. Genre, tiens, du hache de merde. C'est pas... Non, c'est pas un bon cadeau, ça. Yes. C'est pas un bon cadeau. Ok. Et du coup, toi, vu que le hache, tu le fumes dans du tabac direct après, ou tu t'essayes de trouver des techniques pour le fumer pur? Moi, je suis un gars à l'ancienne, donc c'est tous les trucs de dab, tout ça, j'ai un peu de mal quand même. Ok, donc tu as plus... Moi, je le fume avec du tabac, ou sinon avec de la weed, je l'étale sur ma feuille, et je fais un pet de weed. Ouais. Mais bon, moi, je suis un gars des années 90, donc... Toi, nous, on fumait avec du tabac. Il y avait plus de hache avant que de weed. La weed, c'était super rare, en fait. Enfin, ça dépend où tu vis, toi. Enfin, il y en avait de la weed, mais tu trouvais du hache partout. Que de la weed, c'était plus... C'était pas forcément de la bonne weed. Fallait avoir un bon plan, toi. C'est clair. Moi qui viens de la région parisienne, tu vois, à l'époque, tu pouvais que acheter du hache, et les gars où tu trouvais de la weed, c'était souvent des gars qui cultivaient, qui faisaient des trucs... à droite, à gauche et tout ça, quoi. Et là, c'était des tarifs, mon pote. Tu repartais en boitant, quoi. Depuis que je fais pousser, j'ai plus jamais racheté. C'est dommage, on t'entend pas très bien. Du coup, on va passer à Chocho, parce que Chocho, on t'a pas trop entendu parler, parce que là, on a vachement entendu Serato et Indy. Et du coup, toi, niveau hashish, t'es comment, le Chocho? Comme Scrog, je fais mon ISO à la main, cuillère en bois, et je le fume. Ah non, aussi j'ai essayé de le vaper, mais j'ai un Mighty, tu vois. Ouais. Et c'est assez galère. Même avec les petites capsules, avec la mousse métallique, ça en fout partout. Ok. C'est pas très pratique avec mon vapo, donc plutôt fumé, quoi. Tu vois, là j'ai vu un gars, là, il y a pas longtemps, il essayait un truc et ça m'a donné envie d'essayer. Tu vois, il prenait une petite boulette de hache, il le mettait sur un espèce de piquant fer, tu vois, et il brûlait la boulette de hache, et il éteignait la flamme, et après il mettait un verre par-dessus, tu vois, et toute la fumée était emprisonnée dans le verre, et après il sortait le verre et il buvait la fumée, tu vois. Et depuis que j'ai vu ça, je me dis, putain, il faut que j'essaye ça, ça a l'air vraiment pas mal l'histoire, tu vois. Et bah, bref, vu que je suis un fonce-dé, j'ai toujours pas fait, quoi. Ouais, c'est un nouveau vapo qui est sorti, c'est le Vache, je crois, un truc comme ça. Ok, le Vache, je connais pas. Ouais, faut que je te retrouverai ça, mais oui, tu peux soit tu l'utilises comme t'as dit comme un verre, soit sinon il y a un embout et t'aspires. Et c'est une petite boulette de hache que tu mets juste sur un pic à l'intérieur d'un tube en verre. Ok, cool. Parce que il me semble c'est une vieille technique ça de mettre une boulette. Ah, c'est Serato, tu confirmes ouais, ça. Ah ouais. De faire fumer des. Pour goûter, quand t'achètes du hache, pour goûter. Tu t'en prends pas beaucoup, tu prends juste une petite boulette, une aiguille, tu la brûles, tu la mets sous un verre, t'aspires. Direct. C'est ça. Voilà. C'est un truc vieux. Vieux comme le monde. Vieux. Il y a aussi les Dynavap. Moi, je sais que j'avais bien kiffé il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça. J'avais découvert les Dynavap et j'avais vraiment bien aimé avec le hache, tu vois. Je trouvais ça vraiment bon pour le hache, les Dynavap. Mais bon. Tu peux mettre du hache dans du Dynavap. Ouais, carrément, ça marche très bien avec le hache. J'ai peur de l'encrasser. Ouais, yes, bah tu vois, il y a Indy qui nous partage une photo de son Dynavap avec un beau filet de hache dessus. Non, c'est un Vache, ça c'est ce que je te disais, c'est ça le nouveau truc. Ah bah tu vois, ça ressemble au Dynavap, du coup c'est une espèce de truc en métallique, ok d'accord. Ah ouais bah en fait c'est pour les gens qui nous écoutent, du coup c'est une espèce de verre fermé avec une paille où tu dois faire chauffer le hache par-dessous et récupérer la fumée quoi. C'est ça, tu fais chauffer ta petite boulette, tu la plantes sur le pic, tu refermes le tout et t'aspires ça comme une pipe. Mais gars, tu vas faire ton sport, tac, tu prends ta gourde avec ça, t'as double gourde, une gourde pour le hache et une gourde, tac, t'es refait. C'est ça qu'il nous faut. Dynavache. Il est con ce Scrog. Yes, c'est cool. Yes. Ouais, bah, c'est vrai que moi, c'est le seul problème que j'ai avec le hache, c'est que souvent, il faut le fumer avec du tabac, ou alors il faut trouver des techniques un peu différentes, quoi. Yes. En tout cas, c'est cool. Tu voudrais nous dire, t'as quelques tips vite fait à nous dire en plus, Chocho, sur ça? Non, pas spécialement, franchement, je fais ça... Bon, moi, c'est du bonus, en fait, je cultive pour les fleurs, et l'ISO, c'est du bonus, quoi, mais
Voilà, je prépare des glaçons, de l'eau froide, et c'est parti, quoi. Aïe, en avant Guingamp, quoi. C'est vraiment comme me disait Scrog. Voilà. Tu fais ça avec amour. Tu te prends la journée et après t'attends une dizaine de jours que ça sèche bien. Puis après tu le presses. Et du coup, tu le presses comment? Tu le fais à la mode Frenchy Cannoli? Tu fais avec la bouteille chauffée et tout ça ou pas du tout? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, si, exactement. Je mets donc une fois, comme tu dis, qu'il a bien séché. Ouais. Je le mets dans du papier sulfurisé, enfin je plie le papier en deux, je mets l'ice au milieu et je presse à la bouteille pleine d'eau très chaude. C'est ça. Et là tu nous fais comme pour faire des pâtes, tu nous fais tu nous l'étales, tu la replies sur lui-même, tu le réétales et tout ça quoi. Exactement. Yes. Ouais. Bon bah c'est cool ça, c'est cool et après tu te régales quoi. Et tu sais à peu près combien de pourcentage tu sors en moyenne ou pas? Tu sais à peu près combien tu tournes? Non franchement je pèse ni la Manuc ni le H. Okay. Parce que moi quand je le fais, tu vois, moi quand je le fais avec de la belle Manuc et tout ça, je sais que j'aime bien tourner aux alentours des 7-8%, tu vois. Quand je le pousse un peu plus, genre à 10%, je trouve que je perds un peu en qualité. Et j'aime bien tourner à 7%, c'est là où je trouve que, tu vois, tu perds un peu en rendement, mais je trouve que tu gagnes quand même vachement en qualité, quoi. T'as un truc qui est huileux direct, t'as l'impression d'avoir un peu comme ils ont au Népal, tu vois, tu mets un coup de briquet, tu sais, ils font d'abord, puis après ils bullent, tu vois. Ah, ça, je kiffe. Quand ça fait ça, je kiffe. Quand il est bien noir, sa mère, là, bien cuire et tout, là, ça, c'est vraiment les haches qui me font kiffer, quoi. Ouais, et je sais pas quelle est la raison, mais il m'est déjà arrivé de sortir du ice vraiment, enfin, pas liquide, mais très très mou, que je peux pas manipuler, qu'il faut que je beurre sur la feuille. Et parfois, c'est plus du hache qui ressemble à du hache en savonnette, plus dur, tu vois. Ça, c'est dû à la qualité de ta résine, de ta plante. Souvent, t'as des résines qu'on dit collantes et t'as des résines plus sèches, tu vois. Et tu vois, en plus, tu vois, par exemple, si tu le fais une technique comme Scrog il fait, par exemple, où tu fais pas sécher, mais tu fais directement avec de la matière fraîche et que t'as une résine collante, bah là, mon copain, je te souhaite bonne chance pour ton hache. Tes trichromes, ça va être une horreur à récolter. Mais par contre, la qualité du hache, pour moi, moi personnellement, c'est ce que je préfère. Tu vois, le hache poudreux, les trichomes, quand ils sont plus secs, quand ils sont plus structurés, moi, j'aime moins. Je préfère quand, de toute façon, voilà, c'est toujours pareil, quand tu te fais chier, quand tu t'emmerdes à aller chercher des techniques d'extraction pour des résines collantes. Souvent, je trouve c'est là où il y a le plus de terps. Voilà, c'est là où moi, je me fais vraiment kiffer, quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord, ouais. Du coup, on va passer au Verdet. T'as envie de parler un peu ce soir, gros, ou quoi? T'es en mute pour l'instant, au cas où. Ah, désolé les gars. Bonsoir tout le monde. Yes, ça va le Verdet? Salut. Ça va. Salut tout le monde, ça va, nickel. Toi, t'es un jeune arrivé dans notre rendez-vous de la semaine. Tu nous as fait quelques podcasts, mais en tout cas, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a JFK aussi en jeune arrivé du podcast. Ça fait plaisir de vous voir là, surtout qu'en plus, JFK, on va se régaler avec lui sur la dernière des parties qui est l'extraction, parce qu'on sait que lui, c'est un domaine qu'il maîtrise et qu'il connaît bien. Mais voilà quoi. Et toi, je sais que Verdet, t'es un aficionados de la culture. T'es un mec qui a voyagé un peu partout pour ta passion et tout. Du coup, parle-nous un peu du hache, quoi. Toi, comment tu l'aimes, comment tu le fais, tout ça, quoi. Bon, alors, du coup, moi, j'ai fait un petit peu d'isolator. Ouais. J'ai dû faire peut-être 6-7 sessions. Ouais. Donc, j'ai la machine Bubbleator, et puis à La Réunion, j'en ai fait aussi à la main, comme les gars. Et du coup, ce que j'ai trouvé, c'est que les meilleurs résultats que j'avais, c'est passé vraiment sur... alors, je chuite la matière végétale à 220 microns, et les résultats entre 160 et 45 microns, et je fais des full spectrum. Donc ça, c'est ce que je préfère avoir en résultat final. Après, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est connaître un peu les techniques de séchage de chacun, parce que j'ai vraiment eu des résultats très différents en fonction du séchage de la résine. Ouais, alors ça, tu vois, c'est important, parce que tu vois, par exemple, ces dernières années, il y a les freeze dryers qui font fureur, tu vois. En Europe, là, je crois que même tout est out of stock.
le bordel, il vaut 3000, 3500 balles. Et je crois qu'en Europe, il y en a quasiment plus. Ou alors, c'était le cas il y a 1 an. Et voilà, mais c'est très compliqué à avoir. Et là, en fait, tu sèches ton hache à, je crois, entre 5 et 7 degrés, un truc comme ça. Et là, tu ressors quelque chose de pas du tout oxydé, de très de jaune. Ça sent l'odeur de ta plante, vraiment. Mais moi, je trouve que ça défonce, comme disait Indy tout à l'heure, ça défonce pas. Tu vois, le hache pas oxydé, ça défonce pas. Le goût, il faut que t'en mettes 1 tonne pour que t'aies vraiment du goût dessus, tu vois. Et moi, les freeze dryers, tu vois, j'ai pas été convaincu, quoi. Je sais pas si toi, t'as goûté, t'as vu un peu tout ça. Alors, j'ai pas eu l'occasion pour les freeze dryers, et du coup, voilà, ça m'intéresse d'avoir votre retour, parce que j'ai connu ça avec Frenchy Cannoli, évidemment, avec ses vidéos. Ouais, bah, tu vois, les freeze dryers à Barcelone, 1 gramme de freeze dryer, ça vaut à peu près 100 balles, tu vois. Ouais, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et comme je t'ai dit... Rebondis, moi, pour le séchage, je l'aplatis, genre, allez, millimètre, et enfermé dans du sulfurisé bien plié avec plusieurs couches, au frigo, dans le premier étage, au frigo, avec devant le petit ventilo qui sert de brasseur d'air. C'est pas con parce qu'en fait, c'est vrai que le freeze dryer chez toi, quoi, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, un frigo, ça sèche, quoi. C'est hyper. Ça sèche l'air. Tout le temps au frigo. Moi, j'ai tout le temps fait au frigo. J'ai tout le temps mis au frigo. Après, c'est peut-être un réflexe de Cannoli, de French Cannoli, un vieux réflexe. Mais moi, j'ai tout le temps fait au séchage, au frigo. Le freeze dryer, ça va un petit peu plus loin. Je me permets juste d'intervenir. Vas-y. Ouais, peut-être. Après, je pense que ce bac de légumes qui est rempli de légumes, ça doit pas aider la chose parce que ça doit être humide. Mais un frigo vide, il n'y a que ça dedans. Non, mais tu vois, l'idée est intéressante, on va dire, pour du homemade où t'as pas 3000 balles à investir dedans. Mais si ouais, non, mais c'est ça, ouais. Tu vois, le principe du freeze dryer, en fait, c'est de pouvoir. S'il va poser problème dans le séchage, bah, c'est l'eau, vu que c'est le solvant, entre guillemets, utilisé. Et avec un freeze dryer, si tu veux, tu viens mettre sous vide, refroidir la matière, donc la congeler. Et ensuite, tout en étant sous vide, la réchauffer. En fait, ça va permettre de sublimer l'eau. Et la sublimation, c'est le fait de passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. C'est ce qui fait que le hache va s'oxyder beaucoup moins, tu vois. C'est un procédé qui est utilisé dans tout ce qui est lyophilisation, etc. En fait, c'est un lyophilisateur. Carrément. Et ça permet d'avoir des résines archi blanches, etc. Le problème, c'est que comme on est sous vide, bah, t'as toute une partie des terpènes dits très volatiles qui vont avoir tendance à se barrer très très vite, tu vois. Donc c'est pour ça que souvent t'es obligé de mettre des grosses quantités, etc. pour avoir du goût, quoi. Donc, parce que toi, JFK, t'as fumé un peu des trucs en freeze dryer ? Et t'en penses quoi ? Parce que moi, franchement, sincèrement, j'ai été déçu. Voilà, c'est instagrammable, le gars il t'ouvre le truc, tu fais « Boah, c'est quoi ce hache de fils de pute ?» Ça sent bon, mais moi je trouve qu'il manque quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose, voilà, il manque quelque chose. Là, il y a une partie du spectre terpénique en fait qui a sauté lors du séchage, c'est sous vide. Ouais, mais même niveau THC, tu vois. Il a sauté, quoi. Même niveau THC, tu vois. Je trouve ça Ah, c'est parce que c'est full THCA, quoi. Tu vois, t'as quasiment pas de THC sous sa forme brute, t'as beaucoup de THCA et t'as très peu de CBN aussi. Donc, du coup, c'est un truc qui est pas très violent, quoi. Ouais, ça. Et du coup, toi, tu penses que c'est dû à la sublimation, dû au séchage de cette technique, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est la technique qui permet à l'heure actuelle d'avoir le moins de dégradation possible, le moins d'oxydation. Et l'oxydation, elle va notamment dégrader le THCA en THC et ensuite le THC en CBN. Donc, si t'as pas cette oxydation, cette dégradation-là, t'as pas de THC, on va dire brut, et t'as pas de CBN non plus. Donc, du coup, t'as un truc qui est très très full THCA, quoi. Mais après, moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours fait sécher à l'air libre et tout ça. Et il y a pas longtemps, j'ai acheté un déshydrateur de légumes, tu vois. Et j'ai investi 30 balles pour rien parce que j'étais pas ultra satisfait. Tu vois, la machine, je la montais à 28 degrés. Et en fait, ça t'enlève l'humidité qu'il y a à l'intérieur des... C'est fait pour enlever tu vois, c'est pour faire des chips de banane et tout ça. Ouais, je vois bien, ouais. Et je trouvais que... Alors, tu vois, ça me faisait du hache noir hyper truc 30, tu sais, si tu faisais une fine pellicule,
tu voyais à travers et tout, c'était magnifique. Mais tu vois, je trouvais ça a un peu niqué les terpes, ça a monté à presque 30 degrés, et tout ça et tout, tu vois. C'est ça, complètement. Voilà, j'ai pas En fait, dans le hache, moi je crois que c'est la première partie du séchage qui est la plus importante. C'est-à-dire quand tu vas vraiment évaporer le maximum d'eau. Ouais. Donc au tout début, quoi, on va dire les 3-4 premiers jours quand tu fais ça à l'air libre. Ouais. C'est là où est-ce que c'est le plus important, je dirais. En fait, faut essayer d'évaporer en fonction de la quantité d'eau qu'il y a dans l'extrait. Ouais. Faut essayer de l'évaporer le plus lentement possible, la majeure partie de la flotte, parce que à ce moment-là, je trouve que ça perd qu'il y a plus de chances de perdre les terps en fait. Yes. Et ça semble logique parce que les terps en fait ils se mélangent dans l'eau. Donc après de là à dire qu'ils sortent du trichrome etc. Je sais pas si c'est possible, mais en soi je pense que oui. Donc je pense que c'est vraiment le moment dans le séchage où est-ce qu'il faut faire peut-être le plus d'attention, c'est au début, tu vois. C'est ça. Peut-être moins l'exposer sur un ventilo les 3-4 premiers jours et après c'est moins grave, tu vois. Moi je le fais jamais sur un ventilo, par exemple. Tu vois, par exemple, déjà quand je l'extrais, tu vois, je fais bien en sorte de un peu presser un peu dans le sac pour enlever un maximum d'eau. Après, tu sais, je le passe au chinois, tu vois, pour vraiment l'émietter. Ouais. Voilà, l'émietter. Et bon, moi, c'est ma petite technique que j'ai trouvée avec le temps. Je sais pas si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, tu vois. C'est que j'achète des espèces de petites grilles très très fines, tu vois. C'est, tu sais, c'est comme les sacs à rosine, mais métalliques. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois très bien, ouais. Truc que tu mets sur ta poêle pour éviter les projections. Voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, le hache, il passe pas à travers ça, tu vois. Et en fait, je mets les petites poutres dessus et en dessous, je mets du papier absorbant, tu vois. Et pendant les 3 premiers jours, tu vois, le papier absorbant, je le change plusieurs fois parce que, tu vois, il est quand même bien humide, tu vois. Bien humide, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, là, ça m'étonne pas. Tu vois, je trouve que c'est la meilleure façon dont j'ai réussi à faire. Mais là, Whitey, là, il m'a mis un truc en tête, là. Parce que son idée du frigo est vraiment, vraiment, vraiment pas si conne. De le mettre plus moi, tôt. je fais ce que tu fais. Là, j'ai des petites grilles. Je mets du sopalin dessous. Et ça, je le mets dans le frigo. Ok, ouais, bah tu vois, la prochaine fois, c'est ce que je vais faire. Et j'ai jamais fait sécher un hache en dehors du frigo. Ok. J'ai entendu dire sopalin. Tu mets ton hache dans du sopalin pour le sécher? Non, sous la grille. Je mets sous la grille. Je mets sous la grille. Moi, je le micron. Sous le 25 microns. Ok, d'accord. Tu vois, comme ça, tu as toute l'humidité qui passe à travers les sacs à microns. Ouais. Le 25 microns, il n'est pas dedans. Et qui est absorbé par le sopalin, tu vois. Et voilà. Et moi, j'aime bien faire le hache. J'essaye de garder toute ma manucure pour l'hiver. Et j'essaye de le faire dehors et de le faire sécher en extérieur dans un truc qui est protégé, tu vois, de la lumière. Mais là, le frigo, faut que j'essaye, quoi. Tu vois, ça vient de péter dans ma tête. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais réussir à dormir ce soir, tu vois. Je vais être là en mode, putain, la prochaine fois que je vais faire du hache. Ah, mais là, laisse tomber, je suis foutu, hein. Je suis là en mode, je vais visualiser le truc. Je vais faire, putain, la prochaine fois que je fais du hache, je mets ça, tac, pac, pac, pop. Après, je le presse, hop, tac, tac. Parce que moi, il y a un truc que j'adore, c'est prendre une partie du hache que je viens de faire, le presser, et après le remélanger au hache, tu vois. Et alors là, mon copain, le hache, il est psyché. Ou alors en été, tu le mets sous le climatiseur dans le 0,25 plié en deux. Bah là, c'est pas pareil, parce que tu vois, quand tu fais un espèce de hache rosine, je crois qu'on appelle ça du jelly hache. Je suis pas sûr à 100%, mais peut-être s'il y en a qui connaissent, vous pouvez me dire si je dis de la merde. Mais en gros, tu viens rajouter une part de d'une extraction, de ton extraction. Donc, tu vois, tu as fait le hache et tu viens vraiment enlever toutes les matières dégueulasses que t'aimes pas et que tu viens remettre à une dose de 20 à 25% dans ton hache que tu as fait. Et là, moi, je sais que là, j'ai quelque chose de... J'ai pas besoin de le presser, quoi, tu vois. J'ai pas besoin de le presser à la Frenchy Cannoli. Le truc, il se colle tout seul, il fait déjà une boule, quoi. Parce que comme il y a eu le pressage juste avant, ça m'a sorti une pâte un peu liquide. Et tu vois, genre, là, tu sors des haches qui, pour moi, sont lunaires, quoi. Qui sont... pas équivalents, mais qui me font rappeler des haches que je cherche énormément, par exemple au Népal ou des choses comme ça, qui sont presque de l'huile, tu vois. Et là, tu fumes ça, tu mets ça dans ton joint, il est... T'as
t'as l'oil ring, là, tu sais, le tour d'huile qui dégouline partout tellement c'est résineux et tout ça. Je suis fan. C'est ce que j'ai eu, moi, sur deux sessions ice, là, justement, c'est ce que Chocho disait. J'en ai eu un qui était lent, c'était du beurre fondu, du beurre ramolli. Ouais. Et l'autre session, là, celui que je trouve dégueulasse, entre guillemets, on le prend, il est encore granuleux, on dirait de la farine compressée. Ok, ouais. Et ceux-là, je les aime pas trop, moi, ceux-là. Moi non plus. Tu vois, pas du tout. Tu vois, ceux-là, j'y vais vite tendance limite à faire que du hache rosine, tu vois. Je le prends, je le presse en entier et je me le mets au sublimateur. C'est le meilleur. Ah ouais, bah là, laisse tomber. Là, c'est... Là, quand tu commences à faire du hache rosine, bon, faut pas regarder le rendement. Parce que déjà, ta matière première, t'as fait 8%. Et de ces 8%, tu vas en récupérer à peine, allez, 15 ou 20%, tu vois. Et là... 15-20%. Ouais, mais là, par contre... c'est le nectar du nectar, quoi. Moi, je voulais revenir aussi vite fait un petit peu au séchage, tant qu'on y est. Vas-y. Et en fait, moi, j'avais trouvé que le séchage avec des températures en dessous 20 degrés, ça me donnait de meilleurs résultats quand même en termes de terps. Ah ouais. Et en fait, avec un taux d'humidité le plus bas possible. Alors en fait, moi, j'essayais d'avoir une pièce fraîche que je déshumidifiais et j'utilisais un peu les filtres et les sopalins, quoi, un peu comme tout le monde. Ok. Et du coup, c'est ce que j'avais réussi à avoir en meilleure qualité de terps. Ah ouais. Et à contrario, j'ai déjà fait sécher en Provence chez mon père en mode un peu plus rapido à haute température, de la merde. J'ai fait sécher à La Réunion avec des températures chaudes, j'ai galéré, taux d'humidité qui varie, beaucoup de température, c'est pas du tout optimal. Et les meilleurs résultats, j'ai trouvé que c'était au frais et au sec. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Voilà, mais je vais trouver mieux, quoi. Ouais, je vais peut-être dire une bêtise, moi, qui vient de me traverser l'esprit complètement. Tu emballes bien et que tu le mets dans 10 kg de sel. Tu emballes bien et que tu le mets dans 10 kg de sel ? Ouais, pour sécher le saumon. C'est ce que j'allais dire, tu vas faire du hache jambon, du hache serrano. Non mais pour enlever l'humidité. Ouais, bien sûr. Franchement... Alors sans doute avoir le goût de sel, quoi, c'est ça le problème. C'est l'esprit, je dis une bêtise, mais... Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. C'est un truc à tester. Tu vois, déjà avec vos conneries... Avec l'humidité, je croyais que c'était le riz, pas le sel. Déjà, juste un truc que je me rappelle, là. Déjà, avec vos conneries, surtout avec la connerie d'Indy, là, je suis en train de faire sécher une plante que j'ai mouillée et tout ça et tout. Franchement, le résultat, je vous dirai ça la semaine prochaine, à mon avis, parce que ce sera sec. Vaut mieux faire sécher classiquement, quoi, parce que la plante, elle s'est flétrie sur elle-même, tu vois, avec le séchage à eau. Je sais pas si tu te souviens, Indy, on en avait parlé dans un des podcasts. T'as fait ça comme un bourrin, tu l'as pas fait faire l'hélicoptère, tu l'as mis en orbite ou quoi? Non, pas du tout, j'ai pris de l'eau déminéralisée, tu vois, je me suis fait chier à faire 10 litres d'eau déminéralisée et tout ça. J'ai pris ma plante, je l'ai découpée, je l'ai passé 5 secondes sous l'eau tout doucement, tu vois. Et après, tu vois, je me suis dit, après j'ai sorti les sacs en mode, si j'ai perdu un trichrome, je veux le récupérer, je peux faire du hache, tu vois. Et en fait, il y avait vraiment rien, tu vois, quand tu le trempes 5 secondes comme ça et tout. Mais c'est que c'est devenu vraiment très humide et en fait, ça a séché d'un seul coup. Mais plus vite, tu vois. C'est bizarre. C'est homogène. C'est homogène de ouf, mais je suis pas sûr que ce soit une qualité, tu vois. Enfin, je te dirais, parce que j'ai fait ça sur de la Lemonte. Donc, tu vois, la Lemonte, c'est une variété que je connais par cœur. Et en plus, j'ai fait qu'une plante et j'en ai plein d'autres à côté qui sèchent normalement. Mais déjà, pour moi, alors que je l'ai passée dans l'eau, c'est ça qui est fou, je pense que sur une semaine de séchage, elle a presque 30% d'avance, tu vois, comparé aux autres. Et de façon, comme tu dis, homogène. J'ai limite l'impression que le cœur est aussi... Tu sais, normalement, t'as les feuilles qui sont sèches et le cœur qui est encore humide. Et là, franchement, limite, la weed, tu vois, elle
Mais partout pareil, c'est ce ça. que je te disais autrefois, ça fait un séchage homogène. C'est ça. Après, il y a forcément perte de trichome, comme disait JFK, avec dès que tu fais passer de l'eau, les trichomes primaires ils dégagent. C'est ça. Pas les trichomes, les terpènes, pardon. Ouais, bah là, enfin voilà quoi, je te dis, c'était pour le podcast et pour la science, tu vois. La dernière fois, on avait parlé d'un truc, je m'étais dit, ouais, c'est vrai, j'ai jamais fait, bon, vas-y, essayons sur une plante. Je me suis dit, allez, Green, ne sois pas aussi con, ne donne pas un avis sans en avoir essayé, quitte à, voilà, du coup, j'ai essayé. Enfin bon, voilà. Bon, revenons à notre sujet. Ah, mais petite question, ton eau, elle était de quelle couleur? Ah merci, je voulais la poser. Est-ce que ça a nettoyé la plante ou pas? C'est ça la vraie question. Ah, l'eau après? Ah, l'eau, gros, c'était la même, hein. L'eau, après, elle était identique, tu vois. Genre, tu sais, comme je te dis, après, j'ai passé ce que je voulais voir si j'avais perdu un peu de hache ou un truc comme ça. Après, j'ai mis une plante qui devait faire genre 50 grammes à tout casser, tu vois. Donc, je me suis dit, même avec une plante à 50 grammes, peut-être que il y aura un demi-gramme de hache au fond, tu vois. Et que dalle, walou, je te dis, dans les sacs, je récupérais des morceaux auxquels j'avais un peu effeuillé et qui étaient partis en gros, tu vois. Et tu vois, j'ai laissé stagner l'eau. J'ai essayé de regarder, voir s'il y avait une pellicule, tu vois, comme si, tu sais, des fois, tu pouvais, tu sais, quand tu jettes de l'essence ou un produit chimique ou un truc chelou, tu sais, t'as une espèce de petite nappe qui vient par-dessus et tout. Franchement, j'ai rien vu. Après, moi, je travaille en sol vivant, je pulvérise rien sur mes buds, je pulvérise que sur mes feuilles, et mes feuilles, elles ont été enlevées. Enfin, tu vois, elles ont été enlevées avant d'être récoltées, tu vois. Donc, non, j'avais une eau vraiment clean, quoi, tu vois. Après, de toute façon, 5 secondes dans de l'eau à température, t'enlèves aucun trichrome. Hein. Ah Surtout ouais. dans une plante fraîche, si t'es pas dans le froid, il se passe rien. C'est ça. Mais par contre, si un jour vous êtes en galère de séchage et que vous vous en foutez de la qualité et qu'il faut sécher en 5 jours, c'est efficace. Mais par contre, après, voilà, la qualité... Ouais, j'avais testé, moi, ça, mais il y a vraiment des années, j'avais testé ce truc-là. Ah bah, pas sur de l'eau déminéralisée, tu vois, j'avais pris des gros bidons d'eau du robinet, déchlorée. Bah, justement, moi, j'ai essayé de faire de l'eau déminéralisée parce que je me suis dit que c'était l'eau la plus clean et que, en gros, j'allais pas prendre de l'eau purifiée ou un truc comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, au moins, s'il y a de la merde ou des trucs comme ça, peut-être que je le verrai, tu vois. Et... C'est peut-être pour ça que tes plantes elles sont rétractées comme tu dis sur elles-mêmes là, parce que moi quand je l'avais fait à l'époque, j'ai pas ce souvenir là, tu vois. Ok. J'ai le souvenir d'un truc très uniforme et assez rapide pour le coup, genre en 5-6 jours dans un bon environnement c'est sec quoi. Carrément. Mais elles avaient pas... Tu vois, elles avaient pas vrillé quoi. C'est peut-être le fait d'avoir de l'eau déminéralisée, tu vois. C'est un peu comme si t'arrosais de l'eau osmosée une plante qui a jamais connu ça. Ouais. Par osmose inverse, elle va vriller quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est possible. Les racines, elles vont. T'as même des racines qui peuvent se décomposer avec de l'eau osmosée si elles n'ont pas l'habitude, via l'explosion des nitrates et de toute connerie qu'il y a à l'intérieur via les engrais. Bon, bref, c'est encore autre chose. C'est une question d'absorption. En fait, ta plante elle va se mettre à vouloir aspirer à mort, et elle est pas capable, et puis ça crée un choc et blanc quoi. Bye. Mais j'ai vu des grosses prods cramer comme ça, c'est impressionnant. Première fois tu vois ça, tu dis ah ouais, c'est juste l'eau qui a fait ça. Putain. Ouais, quand même. C'est clair, hein. Je ferais pas la même connerie. Ah ouais, bah d'ouf, de l'eau osmosée, si ton sol, si ta plante elle est pas apte à recevoir, ça peut être de la javel quasiment quoi. Ouais, clairement, ouais, c'est ça. Donc il y a moyen que tu as une eau déminéralisée qui est vraiment à 0,02 C. Il y a moyen éventuellement, tu sais que ça avait fait un peu un effet un peu néfaste sur les feuilles, sur les parties végétales quoi. Bon, JFK, ce que t'es en train de me dire, c'est qu'il faut que je renique une plante avec de l'eau courante, c'est ça? Non, parce que t'auras le même résultat au final, sauf qu'elle aura pas vrillé, tu vois. Ouais. Elle aura pas fait... Ouais, bah tu vois, c'est ça. Elle a fait ce truc-là. Tu vois, je suis allé voir hier. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Alors, le premier jour, tu te dis, mais je vais avoir du botrytis, ça va moisir dans tous les sens et tout ça.
Et en fait, non, ça séchait plus vite. Ouais, bah, de toute façon, en règle générale, une plante, quand tu la coupes, si elle n'avait pas de botrytis, à part si tu fais sécher pendant 3 mois dans un truc à 90%. Ouais, c'est clair. Elle en aura pas. C'est clair. Le sauna. C'est ça. Et du coup, toi, Indy, tu disais que sur le forum Cannabweed, il y avait Kids qui faisait ça, quoi. Non, qui faisait ça. On parlait de la technique de scroll, qui disait qu'il presse avant séchage, comme ça, avec en photo. Ok. Et je lui disais juste qu'en faisant ça, il risquait de perdre pas mal de terre primaire. Voilà. Il y avait un membre effectivement qui faisait ça il y a quelques années sur le forum déjà. Et j'avais eu la même discussion. Ah, d'accord. Pour éliminer le surplus d'eau après la récolte du hache, ils font ça, ils pressent. Ok, parce que j'avais pas compris la photo de Scrog en fait, avec un espèce de serre-joint. Enfin, comment on appelle ça déjà? C'est un serre-joint. C'est un serre-joint, voilà, c'est ça. Avec un espèce de serre-joint et 2 plats qui vient mettre le hache au milieu. Mais du coup, Scrog, toi, quand tu fais ça, tu le mets. Il est humide ou il est sec quand tu presses comme ça? Ouais, il vient juste de sortir. Je le sors, je l'étale un peu, je le laisse une petite heure, toi, et au bout d'une heure, je viens de presser un peu comme ça. Ok. Et du coup, pour toi, ça enlève un peu plus d'eau, quoi. C'est pas du coup, c'est sûr. Hein. Quand je l'ouvre, c'est les petits tapis que j'ai, c'est des tapis d'exo, c'est pour faire de l'extraction. Tu vois ce que je veux dire? C'est les trucs en silicone, là. Quand j'ouvre le tapis, il y a de l'eau autour, carrément. Carrément. Il y a de l'eau. Carrément. Mais il y a vraiment de l'eau. C'est ça, mais si je le fais à l'envers, l'eau elle coule en fait. Ok, ouais, si tu le fais descendre vers là, ouais, carrément. Et du coup, Indy, toi, tu disais que c'est sur ça que moi, j'avais pas compris et que j'essaie de traduire pour les gens qui nous écoutent. Du coup, c'est qu'en fait, en faisant cette technique-là où tu le presses un petit peu trop tôt, alors certes, tu perds en humidité qui est très bonne pour la consommation, parce que faire très attention à un hache qui est encore mouillé, si tu le fumes, c'est très problématique pour tes poumons. Moi, je me rappelle au début, je m'en battais un peu les couilles et tout ça, et un jour, à l'époque, je travaillais au Buisson Fleuri, et mon patron, il m'a chopé, il m'a dit non, ça par contre, tu arrêtes tes conneries, t'arrêtes de fumer du hache qui est encore un peu humide, t'attends 15 jours, 3 semaines, et puis voilà quoi. Et voilà, c'était vraiment mauvais. Et du coup, pour éviter ça, toi tu le presses, mais Indy te disait que tu perds du coup un peu en qualité quoi. Pas en qualité, mais encore une fois, c'est comme tout, c'est une partie des terres qui va dégager avec l'eau, qui va ruisseler, c'est normal. Ouais, mais est-ce que du coup, des fois, après c'est des prises de position, on va dire, parce que si tu fais pas vraiment bien sécher ton hache, tu vas avoir aussi des pertes de terps. Bien sûr. Donc encore une fois, c'est les terps primaires, donc c'est ce qui part en premier. Ouais, bien sûr. Dès qu'on fait la moindre connerie, comme disait JFK tout à l'heure, le séchage est très important, parce que la moindre connerie, c'est ce que tu vas perdre direct. Et souvent, c'est les terps qui sont le plus agréable, c'est les terps fruités, le sucré, c'est ces choses-là. C'est les terps les plus représentatifs de la plante en règle générale. C'est ce que tu sens sur la plante fraîche en fait. Ouais. Tu vois, quand elle est en fin de vie et que tu mets le nez dedans et que ça sent archi bon. Combien de fois on a eu ce truc-là? Tu vois, t'es là, t'as un bud, il est magnifique, il est coloré et tout, c'est beau, c'est frostry. Tu mets le nez dedans, ça sent archi bon, t'attends 15 jours, il n'y a plus rien. C'est clair. Et c'est parce que t'as les terres primaires, en fait, ils sont partis, tu vois, c'est une plante qu'on n'a pas assez et du coup elle en garde pas suffisamment et ça dégage, tu vois. C'est vrai que ouais, c'est pour ça le séchage, mais en fait ça c'est valable pour tout, tu vois, c'est valable pour la matière première, c'est valable pour l'ISO, c'est valable pour le dry. Quand tu fais du dry sur des matières fraîches, et ben faut aussi le sécher. C'est valable sur le BHO comme le rosin, le rosin un peu moins, mais le rosin, tu vas jouer pour essayer d'avoir la température la plus basse et la pression la plus basse au final pour essayer de les amocher le moins possible. Bien sûr. Et en BHO, c'est pareil, tu vas essayer de travailler sur les vides les moins forts et d'avoir les températures les plus basses pour essayer d'amocher le moins possible les terpes les plus volatiles. Tu vois. Carrément. Et c'est vraiment ceux-là qui font le côté huileux des extractions, etc. quoi. Ah bah moi c'est pour ça que quand tu te retrouves avec des trucs qui viennent de freezer, c'est souvent un peu poudreux, très blanc. Ouais. Au visuel, tu te dis mais c'est de la coke ou c'est du hache? Ouais, c'est ça. Et en fait non, c'est du hache mais il y a peu de terps quoi.
Ouais, parce que quand tu te le mets dans le nez, ça pique un peu plus. Ouais, c'est moins agréable. C'est moins agréable. Nico. On est là pour rigoler aussi, on peut dire quelques conneries. Du coup, ouais, mais moi vraiment, je te dis, il y a eu la mode là, comme ça, il y a 1 an là, du freeze dryer à Barcelone, où tous les clubs parlaient des freeze dryers et tout. Tu voyais des prix hallucinants. Et pour des haches qui, moi, me faisaient mais vraiment pas du tout bander, quoi, tu vois. Franchement, à ce prix-là, envoie-moi un Libanais, envoie-moi un Libanais rouge, tu vois, pour 100 € le gramme. Mais Libanais rouge, tu vois, un vrai Charras. Voilà, c'est ça. Là, je me fais kiffer, tu vois. Tandis que là, franchement, j'étais putain, Instagram. Je me rappelle, franchement, Instagram commence vraiment à me casser les couilles, tu vois. Tu vois, et parce que vraiment, pour moi, ça vient de là, quoi, tu vois. Et c'était vraiment une hype. Comme tu dis, c'est beau, c'est propre, et ça fait rien. Ouais, c'est ça. Alors que moi, je préfère quand c'est gras, collant et qui tâche, tu vois. Un peu comme les purple et la mode. Et voilà mes canailles, on est sur la fin de la première partie sur les extractions. Comme l'épisode durait plus de 3 heures, on a fait 2 parties d'1h30. Vu qu'il y a énormément d'informations, on a préféré le scinder en 2 pour en louper aucune miette. Donc, dans 15 jours, j'aurai l'immense joie de vous retrouver pour la 2e partie des extractions. On est toujours avec la même Dream Team et à très vite mes canailles pour un nouveau Bud Tender.